La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Vous vous souvenez de votre premier téléphone portable? Le premier téléphone portable date des années 70. C'est Martin Cooper, un employé de Motorola, qui invente ce premier téléphone, qui tient dans la main, à condition d'avoir des grandes mains. Lorsque le Dynatac 8000 est commercialisé en 1983, il est proposé à 4 000 $, soit l'équivalent aujourd'hui de 10 000 $ pour un téléphone qui pèse presque 1 kg et qu'il faut charger 10 heures pour 1 heure d'autonomie. Peu pratique, les téléphones de première génération demeurent réservés à l'élite et aux haltérophiles. La popularité de la téléphonie mobile explose avec le passage à la 2G. C'est au cours des années 2000 que les abonnements mobiles vont supplanter les lignes fixes. Il faut dire qu'en plus d'être joignable partout, on peut envoyer des SMS, des photos, se connecter au WAP et surtout... Mais la véritable révolution arrive avec la 3G. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Et il avait raison, Steve Jobs. Les smartphones, ces multiples appareils en un, ont complètement révolutionné notre façon de vivre. Nous ne nous orientons plus de la même manière, nous ne choisissons plus nos restaurants de la même manière, nous ne nous déplaçons plus de la même manière, nous ne nous prenons plus en photo de la même manière, nous ne rangeons plus notre cave de la même manière, nous ne tombons plus amoureux de la même manière, et nous pouvons enfin jouer à des jeux plus intéressants. Ou pas. Les smartphones ont continué de séduire un public toujours plus large. Grâce au débit encore plus puissant de la 4G, vous pouvez suivre les sports les plus improbables, en direct, où que vous soyez. Avec la 4G, on peut désormais jouer en réseau et commenter sa partie en direct. Fils de pute, nique ta race. J'ai un HP, tu m'auras pas C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de sceptiques sur la 5G. C'est qui lui? Moi, c'est Ben. Ah d'accord. Ben. Bon bah Ben, c'est quoi la 5G? Tu peux nous expliquer? Pour ça, je laisse la parole à un spécialiste. Ouais, enfin un spécialiste, j'espère que tu penses pas au même que moi, hein. La 5G, c'est comme les autres générations de télécommunications. Ça se fait via des ondes électromagnétiques. Ouh là 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 là, ça commence mal. Ça sent le truc super compliqué. Tu sais ce que c'est de la lumière? Bah ouais, je sais ce que c'est la lumière, prends pas pour un con. Eh ben la lumière, c'est une onde électromagnétique. Mais tu en connais plein d'autres. Regardons le spectre des ondes électromagnétiques. On y trouve les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible donc, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. La différence entre toutes ces ondes, c'est leur longueur d'onde. Plus on va vers la droite du spectre, et plus la longueur d'onde est petite. A l'inverse, la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde, est plus grande vers la droite du spectre. On l'exprime en Hertz, et en général, c'est comme ça qu'on exprime les différentes ondes en télécommunication. Revenons à notre 5G. Elle se trouve ici, dans les micro-ondes. La 5G utilisera 3 bandes de fréquences, une entre 700 et 2100 MHz, qui correspond à la bande déjà utilisée pour la 4G, une bande un peu plus haute à 3,5 GHz, et d'ici 2023, une bande autour de 26 GHz, pour atteindre les plus hauts débits. En contrepartie de leur débit élevé, les plus hautes fréquences ont une portée plus faible, ainsi qu'une pénétrance à travers les murs plus faible également. Alors, qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle technologie? Dans un premier temps, elle va permettre de désengorger la 4G, qui est presque à saturation. Si les débits seront au départ seulement légèrement supérieurs à ceux de la 4G, la 5G devrait profiter à terme de débits 10 fois supérieurs. De quoi télécharger un film en quelques secondes, ou regarder des séries en streaming en réalité virtuelle. Pourquoi tu te marres? Ouais, j'imaginais juste ce que je pourrais voir en réalité virtuelle grâce à la 5G. Ah ouais d'accord. Ben quoi? Je suis pas le seul. Tu sais que le porno représente 30% de la bande passante internet? Ouais, si tu le dis. Bah fais pas comme si t'étais pas au courant. Le débit n'est pas le seul atout de la 5G. Avec une latence extrêmement faible, elle permettra d'être vraiment en direct, en permettant par exemple la microchirurgie à distance ou l'utilisation de voitures autonomes. Mais on y reviendra. Enfin, dernier atout, et non des moindres, elle permettra l'hyperconnexion des objets. De quoi créer des villes et des maisons intelligentes, mais aussi pourrait servir dans des domaines tels que l'agriculture ou l'industrie. Alors sur le papier, la 5G, ça a l'air génial. Mais le jeu en vaut-il la chandelle?
Le débat n'est pas nouveau. Chaque fois qu'une nouvelle technologie de téléphonie se développe, on y a le droit. Est-ce que la 5G pourrait être dangereuse pour la santé? Pour commencer à répondre à cette question, revenons sur le spectre électromagnétique. À droite du spectre, certains UV, les rayons X et les rayons gamma, qui sont émis par la radioactivité, sont des rayons ionisants. C'est-à-dire qu'ils peuvent former des ions au contact de la matière en arrachant des électrons. Ceux-là sont dangereux pour notre santé, puisqu'ils peuvent affecter nos cellules en endommageant notre ADN. Les autres ondes, sur la gauche, sont des ondes non ionisantes, beaucoup moins dangereuses. Pourtant, je ne sais pas si vous avez déjà mis votre chat dans un micro-ondes, mais en général, l'effet n'est pas anodin. Ouais, et d'ailleurs, c'est précisé dans le mode d'emploi. A l'inverse, nous recevons constamment et depuis toujours des rayons gamma provenant du rayonnement cosmique, ou des rayons X lorsqu'on fait des radiographies médicales. Et nous sommes toujours en vie. La fréquence des ondes n'est donc pas le seul paramètre à prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte la puissance de l'onde. En effet, en quantité importante, les ondes, même non ionisantes, peuvent conduire à un effet thermique sur les tissus biologiques. Un effet thermique. Mais il existe des normes pour contrôler ça. Pour déterminer la dose maximale d'ondes, on s'appuie sur des données recueillies chez l'animal. À la dose qui induit un début d'échauffement tissulaire chez l'animal, on utilise des normes de sécurité 50 fois inférieures par mesure de précaution. En France, les valeurs maximales autorisées varient entre 28 et 87 volts par mètre selon les fréquences. C'est l'Agence nationale des fréquences qui a la charge de vérifier que ces valeurs ne sont jamais dépassées. En 2017, les mesures maximales relevées étaient largement inférieures à ces normes. Et la moitié de ces mesures étaient 150 fois inférieures aux normes. Les différentes mesures effectuées peuvent être consultées sur le site cartoradio.fr. Et d'ailleurs, vous pouvez vous aussi demander à ce qu'une mesure soit faite gratuitement chez vous ou dans un lieu public. Mais cette mesure est insuffisante pour prendre en compte des expositions localisées, comme par exemple le téléphone portable au niveau de l'oreille. Dans ce cas-là, on utilise le débit d'absorption spécifique, ou DAS. C'est-à-dire la puissance reçue par le corps qui est fixée à 2 watts par kilogramme. Voici le DAS d'un certain nombre de smartphones, et vous voyez que la majorité d'entre eux ne dépassent pas 1 watt par kilogramme. C'est également à l'Agence nationale des fréquences de s'assurer de la conformité des différents smartphones vendus. Elle y effectue des contrôles inopinés et fait des tests en laboratoire. Bref, grâce à ces normes, il est impossible qu'il y ait des effets thermiques sur les tissus. Donc il n'y a pas de danger. Disons qu'il ne peut pas y avoir d'effet thermique. Les études ont donc pour but de déterminer si oui ou non, il existe d'autres effets sur la santé, des effets non thermiques. Et là, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur la question. Les données sont assez contradictoires et avec des méthodologies qui sont pas forcément correctes. Des méthodologies de mauvaise qualité? Comme quoi? Par exemple, certaines études ont posé un téléphone sur une boîte de culture pour regarder l'effet sur des cellules. Seulement, en faisant ça, l'effet observé peut être dû aux ondes, mais il peut être aussi dû à la chaleur dégagée par le téléphone. Or, je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, ce sont les effets non thermiques, puisque les normes nous protègent déjà d'effets thermiques. Ah, du coup, c'est ça un téléphone cellulaire. Bon, au final, tu parles, mais les ondes, est-ce qu'elles ont un effet sur la santé, oui ou non? D'après les rapports de l'ANSES, voici les effets sur la santé. Chez l'animal, avec des éléments de preuve limités, il pourrait y avoir des effets des ondes 4G sur le sommeil, la fertilité masculine et une amélioration des performances cognitives. Quoi? Une amélioration? C'est chez l'animal, et avec des éléments de preuve limités, donc il faut prendre vraiment ça avec des pincettes. Chez l'humain, toujours avec des éléments de preuve limités, il pourrait y avoir une augmentation du risque de cancer du cerveau chez les utilisateurs intensifs ayant cumulé plus de 1640 heures d'exposition au téléphone mobile. Enfin, et cette fois c'est avéré, les ondes induisent une modification physiologique à court terme de l'activité cérébrale pendant le sommeil. C'est pas vrai. Et du coup, on dort moins bien, c'est ça? Ah, je le savais, depuis que j'ai mon smartphone à côté de mon oreiller, je dors vachement moins bien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Certes, l'activité du cerveau est modifiée pendant le sommeil, pour autant, il n'y a pas de conséquences sur le sommeil. Donc franchement, rien de très inquiétant. Mais pour la 5G, ce ne sont pas les mêmes fréquences. L'ANSES considère que la bande à 3,5 GHz est suffisamment proche de la 4G et de la Wi-Fi pour que les effets soient similaires. Mais pour la bande à 26 GHz, en revanche, on nage un petit peu plus dans l'inconnu. Dans la mesure où ces fréquences sont plus grandes, les ondes vont moins pénétrer les tissus et focaliser leur énergie sur des couches superficielles de la peau et des yeux. Si la communauté scientifique se montre rassurante quant à l'effet des ondes de la 5G sur la santé, l'ANSES pointe tout de même le manque cuisant de données scientifiques, notamment sur les fréquences de 26 GHz,
et encouragent la poursuite des recherches. D'accord, mais ces normes, est-ce qu'elles prennent en compte les gens électrosensibles? Parce que eux, ils en chient, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui se disent électrosensibles et qui souffrent de migraines, de fatigue chronique, de troubles digestifs, de nausées et j'en passe. Là, c'est compliqué. Il va falloir vraiment que je sorte de là et que je prenne une tangente dans une petite rue parce que sinon, je vais griller. Comment vous vous sentez là? Là, ça va pas du tout. Je commence vraiment à avoir mal au crâne et à avoir comme on dit, le casque, acouphène, brûlure aussi au sternum. Mais si les personnes sont effectivement malades, rien ne prouve scientifiquement que ce soit lié aux ondes. Plus de 40 études ont montré que ces personnes, en réalité, ne percevaient pas les ondes. Quand on les met en face d'un dispositif qui émet les ondes, ils sont incapables de dire s'il est allumé ou éteint. Ouais, c'est des tarés, quoi. C'est des mécanismes psychosomatiques. S'il semble que les ondes électromagnétiques de la 5G soient sans réel problème, le danger de la 5G est peut-être ailleurs. De nombreux problèmes ont déjà été décrits concernant l'utilisation du smartphone, notamment chez les jeunes, mais également chez les adultes. Addiction, isolement social, perte de concentration, perte de sommeil, ou encore accident de la route. Il se pourrait que la 5G ne fasse que renforcer ce problème déjà existant. Attends, perte de sommeil? Bah, tu m'as dit il y a 2 minutes que c'était pas le cas. J'ai dit que les ondes électromagnétiques n'affectaient pas le sommeil, mais les téléphones et les écrans en général, oui. Voilà, on va arriver à la question qu'on voulait le plus poser dans cette vidéo. Si les effets sur la santé sont a priori assez négligeables, qu'en est-il des effets sur l'environnement ? On est dans une période où l'économie d'énergie devrait être notre obsession. Si nous étions sérieux et rationnels, ce serait notre obsession. Vous n'êtes pas sans savoir que notre consommation d'énergie est directement liée à nos émissions de gaz à effet de serre et au changement climatique. Chaque année, la consommation d'énergie dans le monde grandit, et avec nos émissions de gaz à effet de serre, puisque notre énergie est toujours produite essentiellement à partir de ressources fossiles. Pétrole, charbon et gaz naturel. Dans ce contexte, l'empreinte carbone mondiale du numérique en 2020 représentait 4% selon Green IT. Si ce chiffre peut paraître relativement faible, il faut savoir qu'il a doublé en 10 ans et que les différentes projections prédisent une envolée de ce pourcentage. La technologie 5G sera 3 fois plus efficace énergétiquement que la 4G. C'est-à-dire qu'à données égales, elle consommera 3 fois moins d'énergie que la 4G. Seulement voilà, c'est un peu comme la pub pour Axe. Plus on en met, plus on en a. Ici, plus on en a et plus on en prend. D'ailleurs, des nouveaux forfaits proposent déjà 200 Go de données à prix dérisoire. Et pourtant, la 5G qui existe aujourd'hui, c'est loin d'être la vraie 5G. Pour le moment, on est à des débits seulement 2 fois supérieurs à la 4G. La vidéo représente 75% de la bande passante aujourd'hui. Et l'augmentation des débits va permettre de regarder des vidéos en très haute définition et en réalité virtuelle. Et puis il y aura tous ces objets connectés. De quoi exploser la quantité de données. Cette surconsommation attendue va très probablement être, à terme, bien supérieure au gain d'efficacité énergétique de la 5G. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Oui, c'est merveilleux d'être un tigre! En plus de ça, la portée des ondes 5G est plus faible, du fait de leur plus haute fréquence. Il devra y avoir en France 3 fois plus d'antennes pour couvrir le pays, ce qui générera d'autant plus de trafic. Enfin, dernière chose qu'on va aborder ici, le coût énergétique des smartphones. Pour cette nouvelle technologie, il faudra de nouveaux smartphones compatibles, de quoi largement inciter les utilisateurs à l'achat précoce de nouveaux appareils. Même si c'est déjà le cas, puisqu'on estime que 60% des smartphones sont remplacés de façon précoce. Ce graphique montre la quantité de gaz à effet de serre générée par différents smartphones au cours de leur cycle de vie, pour leur production, leur transport, leur utilisation et leur recyclage. Les smartphones relarguent entre 60 et 80 kg équivalent CO2 au cours de leur cycle de vie, et environ 80% des gaz à effet de serre générés sont liés à la production de l'appareil. C'est d'autant plus vrai en France que l'électricité utilisée est l'une des moins carbonées du monde. Grâce à... Nos barrages. Non. Nos éoliennes. Non, grâce à notre nucléaire. Mais on en reparlera. Et encore, on ne parle que des gaz à effet de serre, mais on pourrait aussi parler des batteries à lithium qui nécessitent beaucoup d'eau, ou encore des minerais rares qui sont nécessaires pour fabriquer ces appareils. Bon là tu parles que du côté négatif de la 5G, mais ça pourrait aussi optimiser notre consommation d'énergie. Si en contrepartie de ça, on sauve 1 milliard de personnes de la famine, alors ça vaut peut-être le coup. Donc on va se poser la question, ce qu'on perd est immense, mais qu'est-ce qu'on gagne? On gagne rien, la 5G ne sert à rien. Pour pouvoir jouer à Fortnite en ultra haute définition depuis les toilettes du lycée. Hein. C'est essentiellement ça les gains.
Donc on va connecter votre trousse à maquillage, vos pantoufles et mon slip. Bon, est-ce que c'est vraiment utile de faire tout ça? Pas complètement sûr. Okay, it's $500, you have no choice of carrier, the battery can't hold a charge, and the reception isn't very... Shut up and take my money! Si face à la 5G, vous vous sentez pas comme Fry, c'est normal. Une nouvelle technologie a besoin de temps pour que les développeurs lui trouvent des applications et que les utilisateurs les adoptent. Ainsi, la géolocalisation était disponible depuis la 2G, mais plusieurs années ont été nécessaires pour que des applications comme Blablacar et Le Bon Coin émergent. C'est quand même sympa en covoiturage de pouvoir faire des rencontres comme ça et discuter. Avec les nouvelles possibilités qu'offrira la 5G, nous pouvons imaginer que d'autres applications bénéfiques à l'environnement se développeront aussi. Les voitures autonomes et connectées détiennent tout ce potentiel en elles. Cela peut sembler être de la science-fiction, pourtant ça existe déjà. En 2017, après 6 ans d'activité et plus de 3 millions de kilomètres parcourus, les Google Cars n'ont enregistré que 17 accidents mineurs. Les voitures autonomes sont d'ailleurs tellement sûres que les constructeurs envisagent de réduire les équipements de sécurité embarqués afin de réduire le poids total du véhicule et améliorer son rendement énergétique. Un autre exemple, en 2019, un camion transportant 18 tonnes de marchandises a traversé les États-Unis d'ouest en est. Ce camion autonome a parcouru 4500 km en 3 jours et sans le moindre accident. Non mais attends, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la 5G pour les véhicules autonomes, vu que ça existe déjà. Ah bah si. Tout l'intérêt des véhicules autonomes réside dans le fait que ce ne sont pas des véhicules indépendants, mais interconnectés. Aujourd'hui, l'interprétation du code de la route varie d'un conducteur à l'autre, et cela engendre de nombreux accidents. Attention! Qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file? La 5G permettra à la dizaine de voitures à l'approche d'un carrefour de ne plus être considérées comme 10 entités indépendantes, mais comme faisant partie du même algorithme, avec la même interprétation du code de la route pour l'ensemble du trafic. Grâce à la 5G, les véhicules connectés augmenteront grandement la sécurité routière. Même si les voitures modernes sont plus sûres qu'avant, avec 1 350 000 morts par an dans les accidents de circulation, c'est un sérieux problème de santé publique. Quand on sait que 90% des accidents mortels ont pour origine des facteurs humains, que ce soit l'alcool, la vitesse ou encore la distraction, cela signifie que l'on pourrait épargner plus d'1 million de vies chaque année. En connectant les véhicules, la 5G ne va pas seulement réduire le nombre d'accidents. Elle va aussi harmoniser l'itinéraire et la vitesse des véhicules afin de rendre le trafic plus fluide qu'il ne l'est actuellement. À 20 km/h de moyenne dans certaines métropoles, ça ne sera pas du luxe. À Nice, par exemple, classée 6e ville avec le plus d'embouteillages en France, les données compilées par le fabricant de GPS TomTom indiquent que les conducteurs perdent en moyenne 12 minutes le matin et 15 minutes le soir pour des trajets de 30 minutes par circulation fluide. Moins de 30 minutes par jour perdues dans une voiture, ça peut paraître acceptable. Mais en un an, ça représente 4 jours. Et au bout de 7 ans, les Niçois auront perdu 1 mois, coincés dans leur bagnole, comme des glands. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre le vélo. À Nice, y a pas vraiment d'excuse, il fait tout le temps beau quoi. Oh non, ça monte. En même temps, si tu faisais un vrai sport, ça poserait peut-être pas de problème, hein. Eh mais mec, je te prends en simple quand tu veux. Il faut savoir que les voitures des particuliers passent 90% de leur temps au parking. Mais même inutilisées, il faut tout de même payer le crédit auto, l'assurance, l'entretien et bénéficier d'une place de parking. Avec une voiture qui se conduit toute seule, elle peut se garer et venir nous chercher lorsque nous en avons besoin. Encore mieux, une fois le trajet terminé, elle peut aller chercher d'autres personnes. Ceci permet de conserver la commodité du transport privé tout en diminuant drastiquement le nombre de véhicules utilisés dans le monde qui s'élève aujourd'hui à plus d'1 milliard. Les nouveaux services de location de véhicules autonomes, connectés et partagés améliorent le temps d'utilisation de chaque véhicule. Et comme ils rouleront à l'électricité, ils pourront proposer des prix jusqu'à 10 fois moins chers au kilomètre que ce qu'offre la voiture individuelle aujourd'hui. Incroyablement plus sûr, plus rapide avec moins de temps perdu dans les bouchons, moins cher, plus écologique car moins nombreuses, les véhicules autonomes, connectés et partagés détiennent en eux un immense potentiel pour vivre mieux. Un autre objet connecté qui peut sembler superflu à première vue, mais qui peut s'avérer très utile d'un point de vue écologique, c'est le réfrigérateur. Genre, ça te dit combien d'œufs il te reste dans ton frigo? Ah oui, super utile, tu ouvres moins la porte et tu gâches moins d'énergie. C'est ça. Ton frigo, il va compter les œufs qui te restent, mais il fera pas ça pour juste t'en informer. Comme ton frigo sera relié à Internet, il avertira directement le poulailler, mais aussi le supermarché, de la demande réelle en œufs.
En mettant en relation le consommateur, le producteur et le distributeur, il devient possible d'optimiser la gestion des stocks et de réduire le gâchis alimentaire. Moins de transport de marchandises, plus d'espace libéré et moins d'aliments produits pour finir directement à la poubelle, voilà un objet qui renferme de belles promesses. Ce ne sont que 2 exemples, mais on peut envisager de multiples applications possibles pour relever le défi climatique. Donc d'un point de vue purement écologique, pas sûr que la 5G soit totalement une hérésie. On est dans une période où l'économie d'énergie doit être une obsession. Mais est-ce que pour autant, on est obligé de faire des économies sur tout? La tendance insensée, qui veut que les voitures doivent être plus lourdes et plus puissantes, alors que la vitesse des automobilistes est constamment limitée, peine à se justifier. Il en va de même pour les protéines d'origine animale, qui ont un coût écologique énorme en eau, céréales et espace utilisé. Pour produire 1 kg de viande de bœuf, 10 à 25 kg de céréales, ainsi que 13 500 litres d'eau auront été nécessaires. Pour mettre en image tout ça, une douche, c'est en moyenne 70 litres d'eau. Par conséquent, 1 kg de bœuf représente plus de 6 mois de douche. Et puis, puisqu'on parle du numérique, quel intérêt de visionner des vidéos en 4K sur un smartphone alors que notre œil est incapable de voir la différence avec de la haute définition? Et on en parle de l'avion? Et de l'isolement des bâtiments? Ou des yachts écolos des riches? Ouais, et sans parler des stades de foot climatisés. Ça c'est ouf, non? Alors on l'a vu, l'impact carbone du numérique est non négligeable et en constante augmentation. Pour autant, il se pourrait que le secteur de la communication soit un des secteurs les plus prometteurs pour affronter les défis qui nous attendent. Et qu'est-ce qui te fait croire que la télécommunication a ce potentiel? Parce que les voitures autonomes, les frigos connectés tels que tu les décris, tout ça, c'est pas près d'arriver. À mon avis, il y aura déjà la 6G que les voitures autonomes seront pas là. Qu'est-ce qui te rend si optimiste pour la 5G? Parce que les outils de communication sont sans doute la plus grande force des humains. Selon Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, c'est notre capacité à coopérer de manière flexible et en très grand nombre qui a permis aux humains de se distinguer des autres animaux et de régner sur la planète. Si je puis me permettre, les humains ne sont pas les seuls à coopérer en très grand nombre. Tu sais combien il y a d'abeilles dans une ruche? Ouais, t'es bien arrogante, mais t'as raison. Certains insectes aussi coopèrent en très grand nombre, mais de manière beaucoup plus rigide que les humains. Les abeilles ne peuvent pas, si une opportunité ou un danger se présente, couper la tête de leur reine et décider que la ruche devienne une démocratie. Les mammifères communiquent de manière plus flexible, toutefois à une échelle nettement réduite par rapport aux humains. Comme nous, les chimpanzés disposent de systèmes politiques pour assurer la vie en communauté. Mais si les membres du clan deviennent trop nombreux, alors ils se scindent en 2 parties. Seuls les êtres humains sont capables de coopérer de manière flexible et à si grande échelle. Ouais, enfin, coopérer, c'est un bien grand mot. Nous, les cellules, on coopère vraiment. Vous, c'est un peu quand ça vous arrange. Bref, grâce à cette faculté singulière, les humains se sont organisés en des groupes de plus en plus larges. Pour passer d'une tribu composée d'une centaine d'habitants à un État regroupant plusieurs millions de citoyens, il a fallu créer un outil que nous ne percevons même plus comme tel désormais, la fiction. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu vas prendre mon point dans ta tête, tu vas voir si c'est de la fiction. Mais laisse-le finir. Et il t'a pas de point en plus. C'est en croyant à des mythes communs que la coopération entre un très grand nombre d'êtres humains a pu être possible. Ces fictions se sont accumulées et ont évolué au fil du temps. Par exemple, les mythologies païennes, avec l'aide de l'écriture, se sont transformées en religions monothéistes permettant une coopération toujours plus large. Pas vous aimez les uns les autres, bordel de merde! Aujourd'hui, la monnaie, le droit, les entreprises, l'économie, les États constituent les fictions modernes permettant aux plusieurs milliards d'êtres humains de coopérer tous les jours à une échelle internationale. Les fictions sont des réalités subjectives partagées. Bon, si jamais il y avait encore des internautes qui regardaient cette vidéo après 20 minutes, là, tu peux être sûr qu'il n'y a plus personne. Les réalités subjectives partagées, c'est pas compliqué. En gros, c'est les histoires qu'on se raconte et qui prennent vie lorsque tout le monde y croit. Par exemple, si une personne décide de ne plus croire au dollar, ce n'est pas pour cette raison que le cours du dollar s'effondre. Un arbre, le papier que l'on peut en extraire, sont des réalités objectives. Nous pouvons les toucher. En revanche, la valeur accordée au morceau de papier sur lequel est écrit 100 $ est totalement subjective. Ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que ce sont ces réalités subjectives qui façonnent désormais la réalité objective. L'économie et les entreprises qui l'alimentent ne sont que des réalités subjectives. Pourtant, ce sont elles qui ont l'impact le plus important sur la planète. Alors en allant vers la 5G, notre pouvoir fictionnel va devenir encore plus important et accentuer la crise écologique. Merde, qu'est-ce que je raconte? Je comprends rien à ce que je dis. Eh bah, pas forcément.
Premièrement, en connectant certains objets au réseau mondial de communication, comme les voitures ou les frigos, nous allons pouvoir faire des économies substantielles d'énergie et d'espace utilisé. Deuxièmement, les progrès de l'Internet mobile transforment en profondeur le modèle économique capitaliste. Sans forcément nous en rendre compte, nous passons d'une économie basée sur la propriété à une économie centrée sur l'accès. Aujourd'hui, nous n'achetons plus nos albums de musique, nous avons accès via Internet à des millions de titres pour un coût bien moins important via des plateformes de streaming. Troisièmement, comme nous faisons face à une crise écologique d'une ampleur nouvelle et inédite, nous sommes tentés de penser que tout va mal, que c'était mieux avant. Mais ce n'est pas le cas. La violence n'a cessé de décliner, la mortalité infantile aussi, tandis que progressent l'éducation, la médecine et les droits de l'homme. Blancs dans un premier temps. Puis des hommes de toutes les couleurs, des femmes, des enfants, des différentes sexualités, et des autres vivants aussi. Bref, plus la communication s'est développée chez Sapiens, et plus ces cercles de considération se sont élargis. Voilà pourquoi la 5G, la 6G ou la génération suivante représente une touche d'espoir et non l'inverse pour faire face aux défis écologiques qui nous attendent. Nous pouvons imaginer et même souhaiter que les futures générations d'Internet permettent aux humains de briser la frontière de l'espèce et de ne plus considérer le reste du vivant comme une ressource à leur disposition. Un système de communication global reliant toutes les entités sur Terre apparaît en mesure de relever le défi majeur de demain. Transformer notre modèle économique afin qu'il ne ravage plus la planète. Ou, pour le dire comme Yuval, transformer nos réalités subjectives partagées pour qu'elles ne ravagent plus la réalité objective. Ah, c'est beau quand tu parles. Bon, j'ai pas tout compris par contre, hein, mais c'est beau. Que vous le vouliez ou non, la 5G arrive. Cette technologie va permettre d'augmenter les débits, de diminuer la latence et de connecter tout un tas d'objets entre eux. Ce sera l'ère des objets connectés. Si les risques pour la santé semblent peu inquiétants, son impact écologique, lui, reste incertain. Pour reprendre les mots d'Aurélien Barraud, il est vrai qu'on n'a pas évalué la balance bénéfice-risque de la 5G. Le risque, on le connaît. Consommation d'énergie accrue, consommation de ressources rares, consommation d'eau. On pourrait aussi citer la dépendance au smartphone ou encore le cyberterrorisme. En ce qui concerne les bénéfices, il semble qu'il soit plus difficile de les prédire concrètement. Ce qui est certain, c'est que les bénéfices de la 5G ne se limiteront pas à jouer à Fortnite en 4K depuis les toilettes du lycée, ni à avoir un slip connecté, quoique pour certains, ça pourrait être utile. Ici, on a parlé des voitures autonomes et des frigos connectés. Mais la 5G pourrait globalement permettre de tout optimiser. Alors je pose la question, est-ce que nous avons envie de vivre dans un monde où tout est optimisé, voire peut-être contrôlé? On a déjà un aperçu réaliste de ce qui pourrait arriver à court terme avec l'exemple chinois. Une société où la technologie note ses citoyens, les évalue selon des critères plus ou moins objectifs et leur donne le droit de faire ou pas un crédit. Et de manger ou pas des ramen. Est-ce que la 5G n'est pas un outil pour parvenir à cela? Peut-être que ça ne dépend que de nous, finalement. On n'est pas la Chine, on n'est pas la Corée du Nord. Si vous êtes encore là, merci. La vidéo était super longue et encore on a coupé la partie sur la conscience biosphérique. Alors, la conscience biosphérique. Mais ta gueule! Sur ce, on vous laisse. Merci à Ben d'avoir fait cette vidéo avec moi. Si vous voulez le revoir, eh bien, il faut le mettre en commentaire. Et n'oubliez pas de partager, et de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, mais j'imagine que c'est déjà fait à ce moment-là de la vidéo. On se retrouve dans pas si longtemps avec une vidéo sur la 6G qui est évidemment déjà en développement et peut-être qu'avec celle-là on pourra, je sais pas, faire voler les voitures. Ben, tu es l'invité, je te laisse le mot de la fin. Bon alors, la conscience biosphérique, c'est quoi? Tu la fermes définitivement! Tu fermes ta gueule définitivement!